avril 2011. Il doit y avoir une erreur parce que on est en octobre 2012 et donc c'est notre magazine mensuel, un canal pourpre, qui va être aujourd'hui consacré à deux sujets. Pour une fois, l'expression socio-culturelle va avoir une illustration pratique. On va passer du social au culturel avec nos trois invités que je salue bien entendu, ainsi que tous ceux qui nous regardent à travers le monde, car nous sommes une web TV. Donc Monsieur Fourcault qui est à ma gauche, vous êtes un notable cumulard, on va dire, une image assez classique dans le monde politique français. Vous êtes à la fois maire, conseiller général et président du PGB, du Pays du Grand Bergeracois. J'en oublie peut-être, vous avez peut-être d'autres cartes, mais vous nous direz, pardonnez-moi de cette présentation, mais bon, hein, il faut parler à tout le monde. Et Monsieur Denis Marchand, qui est le président, lui, encore un président, d'une association, c'est avec vous qu'on va parler social, l'ASPAT, vous nous direz en quoi ça consiste, mais on va passer bientôt un petit reportage là-dessus, un extrait de reportage que nous avons fait sur votre association. Et vous êtes accompagné de Madame Hélène Épiphane, qui porte un nom de roi mage, et qui elle aussi est à l'ASPAT. Elle nous dira ce qu'elle y fait, et elle a bien voulu nous passer plein de documents sur l'ASPAT, on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc du social au culturel, peut-être aussi du local au global, peut-être aussi de l'associatif au politique, enfin voilà les sujets que nous allons essayer de voir ensemble. Et tout de suite, on va voir donc un petit extrait du reportage que nous avons fait à l'ASPAT, si la régie bien sûr. L'ASPAT fête ses 10 ans en invitant à mieux connaître ses actions d'aide et de solidarité visant des centaines de demandeurs locaux. Alors nous venons de faire le tour des ateliers présents ici, évidemment on n'a pas tout vu, ben voilà, on a réussi à dévoyer Madame Maison qui porte un nom prédestiné pour diriger cette association. Car c'est beaucoup de maisons, j'ai l'impression, qui au service du public, enfin, et c'est pas mal. Bon, excusez-nous de vous prendre 5 minutes, ça va? Ça va très bien. Cet anniversaire, ça se passe bien? Ça se passe très bien. En fait, l'objectif de ces portes ouvertes était de nous faire connaître, d'échanger, de communiquer sur nos actions. Vous êtes là depuis la création de l'ASPAT? Je suis arrivée à la direction de l'ASPAT en mai 2010, donc ça fait 2 ans et demi. C'est une évolution du projet parce qu'en fait l'ASPAT était répartie sur plusieurs sites d'activité, plein de petits sites en fait d'activité et puis pas forcément très fonctionnels et opérationnels. Donc l'objectif de ce site, c'est de rassembler les activités, enfin une partie des activités puisque le code restera toujours en centre-ville de Bergerac. Mais surtout de pouvoir optimiser et créer un bel outil de travail pour l'insertion. Ça a commencé par le maraîchage en fait, mais très vite, au bout d'1 an, on s'est rendu compte que les gens qui étaient en maraîchage justement, quand ils voulaient aller travailler, ils avaient des problèmes de mobilité, donc de voiture ou de mise à disposition de roues, donc on a mis à disposition ces véhicules et on a monté en même temps l'atelier voiture. Voilà, et les mécaniciens qui font l'entretien de ces véhicules font aussi l'entretien, réparent pour des particuliers les 2 roues. Alors toujours les personnes viennent chez nous sur prescription, je vous le dis. Social, enfin, voilà. Assistante sociale. Voilà. Mais ça peut être social ou emploi, Pôle emploi, un groupement d'employeurs, une agence d'intérim, voilà. On ne regarde pas. Prouver que leurs moyens sont faibles ou affaiblis, voilà. Pour éviter qu'ils se mettent en difficulté, on a préféré ouvrir pas qu'aux personnes qui sont suivies par les assistantes sociales, à toute personne qui a une difficulté de mobilité à un moment donné. Donc là on est dans cet atelier, vous êtes tombé là-dedans comment, si je peux dire? Bah, je cherchais un boulot pour pouvoir passer mon permis et pouvoir me réinsérer un petit peu dans la vie active et j'ai été pris ici et voilà. D'accord. Et vous passez le permis en même temps que vous faites? Je passe le permis en même temps, oui. Là j'ai bientôt passé le code, j'ai fourni tous les papiers, il manque plus l'inscription et bientôt, oui.
C'est super. Et là, vous êtes dans un contrat qu'on appelle à durée déterminée avec ce... C'est un CAE, donc ça a durée déterminée de 6 mois, renouvelable 4 fois. Oui, c'est ça. Contrat d'aide. D'accord. Vous, c'est pareil? Ah, c'est pareil. C'est exactement pareil. Que vos collègues. On est tous pareils. Vous êtes tous pareils. Oui, on est tous pareils. Là. Ah, d'accord. Du point de vue médiatique, vous êtes content de votre, comment dire, de votre image locale Eh bien, disons qu'on ne fait pas souvent des opérations de communication. Ah oui. On le fait vraiment sur des choses ponctuelles. Par exemple, l'année dernière, on avait fait intervenir la presse pour lorsqu'on avait fait une intervention dans les quartiers de réparation de vélos pour les enfants de quartier, au quartier Jean Moulin, au centre communal d'action sociale de Jean Moulin. Donc voilà. Et puis là, les 10 ans de l'ASPAT, un an après, quasiment, on fait très très rarement des opérations de communication parce que on ne sait pas faire, parce qu'on n'a pas le temps, parce que voilà. Bien, merci pour ce petit extrait de reportage. Alors l'ASPAT, association sociale et professionnelle par les activités techniques. Voilà, un truc qui se résume par ASPAT. Bon, Monsieur Marchand, vous êtes l'éminent président de cette affaire. Vous m'avez dit que vous étiez dans le jus depuis longtemps. Vous êtes un éducateur social. Vous êtes aussi un ancien président, je crois, du CADA, du centre d'accueil des demandeurs d'asile, que vous n'êtes plus maintenant. Mais enfin, vous connaissez bien la problématique sociale, comme on dit. Oui, effectivement, c'est une problématique qu'on retrouve à la fois quand on agit sur le secteur de l'insertion proprement dit, et pour les étrangers également, lorsqu'ils obtiennent leur papier en France, on travaille effectivement avec l'insertion et donc forcément avec l'ensemble des associations qui œuvrent. Alors l'ASPAT en effet est une des nombreuses associations, je crois, qui s'occupe de faire bénéficier à des gens en difficulté, ma foi, de services qu'ils ne peuvent pas se procurer, transport, voilà, automobile, scooter, vélo pour se déplacer, et puis aussi du travail, bien entendu, ou du moins l'accès au travail par la qualification, par diverses expériences. Il me semble qu'on pourrait peut-être aussi dire que vous êtes une association en 1901 et vous êtes un exemple de ce transfert auquel on a assisté depuis plusieurs années, bien entendu, de ce qu'on appelait le service public, ou en tout cas l'action publique, vers des associations 1901, c'est-à-dire des gens comme vous et moi, bien que, bien entendu, les fonds nécessaires à votre action soient des fonds publics, je crois. Oui, absolument. Donc nous avons des financeurs principaux, c'est l'État et le Conseil général, et parfois les communes, les collectivités territoriales suivant les activités et leur domaine de compétences. Et si effectivement ce sont les associatifs qui maintenant ont occupé ce secteur d'activité, c'est qu'à partir des années 80 principalement, on a parlé les problèmes de pauvreté devenaient un peu... les gens étaient beaucoup plus nombreux dans ce cas-là, et beaucoup d'éducateurs. À partir des années 80, vous avez dit. Voilà, c'est ça. On a parlé de nouveaux pauvres à l'époque, donc on avait eu l'habitude dans le travail social en période de plein emploi, on avait une marginalité qui était quand même résiduelle, et donc on utilisait beaucoup la psychologie à l'époque, et peu à peu, les problèmes de marginalité devenant des problèmes sociaux, eh bien, il a fallu... Alors, pardonnez-moi, mais problème social, effectivement, je vois ce que vous voulez dire, mais il me semblait aussi que ce transfert du public vers le privé, entre guillemets, enfin, vers l'associatif, provenait aussi de la décentralisation. Dans les années 82, c'était le début de la décentralisation, non? C'est pas lié à ça? Oui, aussi, on s'est inscrit dans une... On parlera peut-être aussi avec la culture tout à l'heure, d'ailleurs. Dans une logique... de territoire. La décentralisation selon les lois de fer qui effectivement ont modifié les territoires et le découpage. Ça c'est sûr, en donnant des compétences aux collectivités territoriales qui étaient complètement différentes. Mais vous attribueriez plutôt la cause principale à cette nouvelle pauvreté dont vous parliez? Sur ce que j'ai vu moi, oui. C'est-à-dire que
quand on est passé à la marginalité comme phénomène de masse, parce qu'il y a une augmentation, même les profils qu'on recevait à partir de ce moment-là étaient fort différents. Les travailleurs sociaux avaient l'habitude de travailler avec des familles la plupart du temps, et là le profil type qui s'est dégagé dans les années 80, c'était homme, seul, 35 ans, c'était ça. Et là on a constaté qu'il y avait une individualisation sociale au fond, moins oui, les gens étaient un peu socialisés, communautaires, avec plus d'individus un peu paumés, quoi. Beaucoup d'isolement, des liens sociaux qui s'appauvrissaient au fur et à mesure que la durée d'exclusion était importante. Et je crois que beaucoup de gens ont pensé qu'il fallait modifier l'approche du travail social et redonner, si possible, un statut aux gens, parce que la France reste malgré tout un pays statutaire, qu'on le veuille ou non, et un emploi, ce qui permettait de remettre en ordre le temps, de mettre un emploi du temps, des choses extrêmement simples, de découper le temps, de se lever le matin et de savoir pourquoi, et des choses de base extrêmement simples. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'expressions assez intéressantes, c'était réapprendre des conduites des conduites minimales, il y avait toujours le préfixe « re », donc ce qui veut dire que les gens avaient eu par le passé ces attitudes-là, mais voilà, le but c'était de remettre ça. On va passer avec Madame Epiphane au présent de l'ASPAT, mais avant d'en venir là, puisque vous connaissez bien le truc depuis maintenant 30 ans, vous avez vu un changement là-dessus, cette nouvelle pauvreté, est-ce qu'elle a changé d'allure, est-ce que cette situation d'exclusion effectivement perdure, enfin qu'est-ce que... Oui, il y a une continuité, il y a aussi une aggravation, on commence à avoir des problèmes de santé qu'on ne gérait pas nécessairement avant, que les gens géraient eux-mêmes. Mais il se trouve que ça souvent... s'est pas arrangé en un mot, enfin je veux dire, c'est ça que vous diriez, ou bien ça a changé d'allure Non, je pense qu'il y a des problèmes effectivement qui sont plus profonds. On est obligé de travailler sur la santé, sur le logement, il faut vraiment qu'on prenne le global, alors qu'avant on avait quelque chose d'un peu spécifique, qui était bien balisé, et là il faut vraiment travailler sur l'ensemble du spectre. C'est une toute autre dimension, c'est-à-dire que les activités qu'on propose nous, c'est aussi l'occasion de refaire avec la personne, de voir quelle est sa situation, de voir si elle a perdu des protections collectives, soit parce qu'elle a abandonné. C'est de la socialisation en fait. Voilà, parce qu'on s'est aperçu que dès qu'on perd les protections collectives prévues en France, alors bien souvent là le phénomène d'isolement prend tout de suite le pas et les gens se coupent complètement de tout contact. C'est une vaste question, mais à votre avis, on aurait pu faire autrement ou bien c'est un destin on peut toujours faire autrement, mais après, vous savez, il y a des choix économiques à faire, qu'on ne fait pas toujours. D'accord. Et puis, c'est vrai que c'est un secteur qui était resté un peu aussi sur lui-même, donc on n'a peut-être pas toujours su, moi le premier d'ailleurs, présenter ce qu'était cette activité aux élus, aux décideurs, où on l'a fait dans notre langage à nous, ce qui n'était pas forcément non plus le plus approprié. Et donc petit à petit aussi on s'adapte, on contacte des élus, des décideurs qui ont un autre langage. Puisqu'on a un élu avec nous, on va lui demander, vous en pensez quoi en gros, enfin bon, cette histoire sur la mission, le rapport entre le social et le politique. Enfin, Monsieur Marchand dit on n'a peut-être pas toujours su montrer, enfin présenter les choses de manière... écoutez, je crois que dans tous les domaines, on peut toujours faire mieux. En fait, la volonté, elle est essentiellement politique, ça dépend des moyens qu'on y met. Tout dépend des moyens qu'on y met. Moi, je voudrais revenir sur un aspect qui me paraît très très important. Tout à l'heure, on parlait de la décentralisation de 1981 et 82, les lois de fer. Cette décentralisation, elle a eu un énorme avantage, c'est que nous sommes passés d'une politique publique au niveau de l'État qui s'est décentralisée et qui est venue au cœur des territoires. Proximité, quoi. Et cette notion de proximité était notamment dans ce domaine-là essentielle, puisqu'elle permettait aux acteurs locaux, aux collectivités locales, de répondre à des problématiques qui peuvent être différentes sur un territoire ou sur un autre. D'accord, vous ne voyez pas ça du tout comme un désengagement de l'État? Je ne vois pas ça du tout comme un désengagement de l'État. Et le deuxième point, en fait, c'est que on a évoqué également le partenariat public-privé.
Oui. Et je crois que ce partenariat, ben oui, mais moi je le vois comme ça. Je crois que ce partenariat public-privé, il est essentiel parce qu'il nous permet de pouvoir travailler avec des ressources et des compétences que nous n'avons pas forcément, qu'on ne trouve pas forcément dans le domaine public, et avec des acteurs qui sont vraiment engagés dans une démarche d'accompagnement, parce qu'en fait c'est de ça dont il s'agit. Mais le mot privé est un peu, voilà, un peu trompeur. C'est de l'associatif, du collectif, plutôt que du privé pur, je veux dire. C'est-à-dire, oui, mais ça je comprends, il a tellement été dévoyé ces derniers temps que du coup ça devient un gros mot. Mais moi c'est pour ça que je préfère parler de partenariat en fait entre le public et le privé. D'accord. Bon, alors le président de la SPAT avec Madame Epiphane, peut-être on va venir là. Alors je rappelle, j'ai devant moi votre rapport d'activité 2011 là. Donc la SPAT, c'est plus de 500 personnes aidées par an, et c'est 631 en fait. Sur les chiffres 2011, 631 personnes. Ouais, c'est énorme. Hein. Oui, c'est beaucoup. Je pense qu'on parlait de plusieurs centaines dans le petit reportage. C'est 10 salariés permanents et c'est 40 salariés, disons, précaires. Enfin, c'est un conventionnement pour 40 personnes en contrat aidé. Monsieur parlait de partenariat entre le public et le privé. Effectivement, donc les salariés en insertion bénéficient du contrat aidé. C'est ça, contrat aidé. D'aide de l'État, Conseil général, Pôle emploi. Alors vous, personnellement, vous êtes là depuis 4 mois. 4 mois, accueillie à la SPAT, très satisfaite. Et voilà, donc salarié en insertion. Et voilà, donc bon, suivant les profils, hein, on n'a pas tous les mêmes profils, mais nous sommes tous des personnes en chômage longue durée, ou soit bénéficiaires du RSA, donc ça dépend là, du Conseil général qui là est prescripteur auprès des structures d'insertion, ou alors dans une moindre mesure Pôle emploi pour les personnes qui sont bénéficiaires par exemple, de l'allocation solidarité spécifique. Donc là c'est des gens qui sont arrivés en fin de droit à CEDIC et qui ont des minima sociaux à peu près équivalents à ceux du RSA. C'est ce que vous appelez les prescrits. Oui, alors on dit prescripteur parce que c'est vrai que ça passe par une décision du Conseil général et du Pôle emploi. Et en termes de contrat, c'est le préfet de région qui fixe tous les ans, en fin d'année, les quotas, des instructions disant attention, plus de RSA, parce qu'il faut là que ce soit au niveau du Conseil général que ça débourse un petit peu, ou c'est plutôt le Pôle emploi, donc l'État, et voilà. Donc ça se passe comme ça. Alors moi ce qui me... Ça j'ai lu ça évidemment en amateur, enfin en non professionnel. Donc vous favorisez le déplacement surtout, enfin, vous aidez les gens qui ont besoin de se déplacer pour aller travailler, ils n'ont pas de vélo, ils n'ont pas de mobilette, ils n'ont pas de bagnole, ils n'ont pas de scooter. Donc vous leur proposez des moyens de se déplacer pas trop cher, quoi, du moins tout à fait accessible. Et puis d'autre part, donc ça c'est le déplacement, et puis il y a les activités, c'est-à-dire je sais pas, qualification, on peut dire, vous qualifiez les gens en maraîchage, alors voilà, en fait il y a effectivement 2 pôles principaux. Monsieur le Président, vous me reprenez si je m'égare. L'aide à la mobilité. C'est ça, l'aide à la mobilité. Voilà, on appelle ça comme ça. Il y a aussi l'action code. Donc là, ça rejoint un petit peu le principe. Des personnes sont aidées, qui ont un problème de ressources, sont aidées pour aborder le code de la route. La mobilité, elle intervient soit à la mise à disposition de véhicules de roues, soit en aidant les personnes à faire réparer leurs véhicules. Donc là, ce sont des véhicules. Là, en quel cas, la main-d'œuvre est gratuite, les pièces sont à la charge du bénéficiaire. Et voilà. Et après, il y a l'activité plus spécifique là, pour la SPAT, espace vert. Oui, parce que M. Marchand parlait de global, enfin de prise en charge globale d'un problème social, mais il y a des qualifications spécifiques. Alors, ce qui se passe, c'est que le cœur de métier d'une structure d'insertion, c'est le social. Le cœur de métier d'une structure d'insertion par l'activité économique, c'est le social. Après, il y a toujours un support activité technique. Voilà. Alors là, en l'occurrence, c'est le logo. L'activité technique, et c'est vrai que les personnes, elles ont bien besoin d'avoir un support, j'allais dire entre guillemets pédagogique, qui est en fait le prétexte à un contrat de travail, et donc elles sont vraiment
en situation de travail avec un vrai contrat de travail. Donc ce sont des salariés à part entière et qui ont des missions, alors soit sur le garage, soit en l'occurrence pour la SPAT aussi les espaces verts. Est-ce qu'elles ont le temps d'acquérir une expérience professionnelle? Alors les contrats aidés, ce sont des contrats de 6 mois. Là, c'est fixé à 26 heures hebdomadaires. Donc elles sont au travail, donc c'est un temps partiel. Outre le travail, l'activité professionnelle proprement dite, pour lesquelles elles sont encadrées, puisqu'il y a des encadrants techniques, elles ne sont pas lâchées comme ça. Donc, des professionnels qui ont aussi une pédagogie. Voilà. Donc ça va au-delà j'allais dire, du simple travail, une simple exécution de tâches. Il y a aussi une préparation, des professionnels qui sont là pour les conseiller et les former. Et il y a également un aspect très important à la SPAT, c'est l'atelier des savoirs, puisque les personnes qui sont à la SPAT bénéficient de remise à niveau en français, en mathématiques, etc. Donc en fait c'est un projet qui est très complet et c'est ce qui fait un petit peu, j'allais dire, la particularité de la SPAT, parce qu'elle a su toucher à énormément de domaines et effectivement cet accompagnement socio-professionnel qui est fait. D'accord. Peut-être une dernière chose, je ne sais pas, mais donc d'une part il y a évidemment la demande sociale, ces gens, les bénéficiaires, enfin, mais est-ce qu'il y a aussi d'autre part une offre, comment dire, des créneaux particuliers? Moi, quand on est allé à votre 10e anniversaire, là, on a vu des gens qui nous ont parlé de couverture végétale. Alors j'étais impressionné parce que c'est quand même un truc assez pointu et assez nouveau. Enfin, on pense à développement durable, écologie, etc. Est-ce qu'il y a comme ça des créneaux spécifiques qui viennent, quoi, Alors là, on rentre dans les marchés qui s'ouvrent pour, j'allais dire, pour la SPAT. Le marché, c'est... Oui, d'accord. Et voilà, donc effectivement, on parlait de développement durable, d'écologie, les toitures végétalisées. C'est ça. Aujourd'hui, donc, ça le va en poupe. Et en fait, nous avons un client voilà, qui nous demande de faire de la culture de sédum. C'est vous qui cherchez ou vous êtes démarché par ce... Dans ce cas spécifique, je ne sais pas comment ça s'est passé du tout. Non, il nous a donné quelques plans, donc on lui fournit en fait la main-d'œuvre. D'accord. Voilà. Mais il vous a proposé le truc. Oui. D'accord. Et il y a d'autres exemples comme ça de, je sais pas, de technologies actuelles qui seraient intéressées par... Là, c'est le seul que je connais pour le moment. C'est pas exclu, effectivement. Mais c'est dans l'air du temps, effectivement. Je pense, je sais pas, aux énergies renouvelables, aux machins, des éoliennes, des trucs, enfin, j'en sais rien. Mais... Oui, alors là, on sortirait un petit peu du cadre. Non, mais peut-être pas au niveau industriel, bien entendu, mais il y a peut-être des... Je pose la question comme ça, je sais pas. C'est espace vert, on fait l'espace vert. Il y a le garage et les espaces verts. C'est la liaison. Et la partie environnement. Partie environnement, là, je crois que Madame Maison, vous en avez parlé. Là, les clients sont les collectivités territoriales. Et là, il s'agit, ou les bailleurs sociaux, genre Périgordia, etc., qui nous demandent d'intervenir dans des résidences HLM pour nettoyer donc les papiers. Ça, c'est des marchés publics. Voilà, c'est du marché public. Voilà. Dans ce je sais pas, on peut penser aussi à la culture, à l'agriculture, enfin l'agriculture biologique, puisque vous avez beaucoup de terrain. Le métier premier. Il faut savoir que le principe, en fait, les activités qu'on développe, ce sont de simples supports. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on travaille dans les espaces verts qu'on va travailler après, qu'on aura une sortie et un travail lié à l'agriculture ou aux espaces verts. Ça peut arriver, bien sûr. Mais le tout, c'est de construire un parcours qui peut être de formation à la sortie, par exemple. Bien sûr. Voilà. Donc, vous n'êtes pas repéré comme concurrentiel. Et non, parce que voilà, on peut s'auto-financer à hauteur de 30%, c'est la loi. Au-dessus, nous passons dans le secteur concurrentiel et notre statut ne nous permet pas. Ça, c'est réglementé. Voilà. Très bien. Bon, ben écoutez, vous voyez quelque chose à ajouter? Vous voulez... Si, moi j'aurais tendance à vouloir dire, effectivement, nous avons un élu devant nous, mais je crois qu'il est déjà convaincu par ce qu'apporte l'insertion. C'est un acteur majeur. Les structures d'insertion par l'activité économique ont un rôle fondamental. Elles prennent le relais beaucoup de structures comme Pôle emploi qui, des fois, sont un petit peu, j'allais dire, dépassées par... la catastrophe du marché du travail, sans vouloir heurter qui que ce soit, c'est la faute de personne. Enfin bon, la situation elle est là, et c'est vrai que quand on a des structures d'insertion qui travaillent comme ça, c'est un véritable, j'allais dire, partenariat qui se fait
Le terme d'insertion ne gêne personne. Je veux dire, c'est un terme que vous trouvez quand même un peu discutable. C'est une facilité comme ça parce que tout le monde comprend ou croit comprendre. Mais est-ce qu'au fond, il vous chatouille pas un peu? C'est des termes un peu génériques qu'on utilise voilà, au départ. Parce que l'insertion, ça suppose qu'il y ait un dedans et un dehors, et qu'il faut rentrer dedans si on est dehors. Enfin, au départ, c'est une formule, ça vient d'une formule mathématique, hein, c'est insérer un objet dans un ensemble, donc c'est tout. Après, ça s'est développé sur d'autres secteurs. Mais c'est des mots un peu génériques, effectivement, qui peuvent poser problème, parce que, comme l'assistanat. Il y en a d'autres qui seraient plus adaptés, c'est le cas de le dire, je ne sais pas. C'est d'être ensemble qu'il s'agit effectivement, mais je ne sais pas s'il y a un ensemble préexistant et puis moi qui serais dehors et j'y voudrais, je ne sais pas. On parlait du droit au logement à un moment, il y a le droit au travail. Voilà. Et lors que vous n'avez plus de travail, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bien dehors, vous ne consommez plus, vous devenez effectivement à charge. On parle plutôt de droit et de devoir, oui, voilà. C'est ça. Mais on devient à charge quand on n'a plus de travail, qu'on est chômeur longue durée, donc on n'a plus de revenus, donc on n'est plus consommateur. Donc là déjà, juste une petite parenthèse, 1 euro investi dans l'insertion, c'est un gain de 3 euros. C'est 3 euros qui sont injectés dans Bien entendu, dans l'économie locale. Charité, non, c'est du vrai travail. Et c'est vrai que les personnes à un moment qui sont privées d'emploi ont tendance effectivement à se désocialiser. Je ne sais pas si c'est le terme exact. S'enferment chez elles, peuvent tomber dans des conduites addictives, peuvent avoir des problèmes de santé parce qu'évidemment on se soigne moins bien quand on n'a pas de revenus ou très peu, voilà, et non plus de vie sociale. Donc effectivement, insertion, ça peut sembler curieux comme terme, pourtant bel et bien à un moment il y a un retrait de la personne qui n'est pas forcément de son propre fait, mais une des conséquences de cette situation, c'est que la personne est bien sortie à un moment. Donc les structures d'insertion leur permettent de rentrer à nouveau en proposant un travail et toutes sortes d'accompagnements très complets. Très complet, c'est ce que disait M. Marchand tout à l'heure. C'est que c'est vraiment une globalité qui est abordée. Ce n'est pas que le contrat de travail. Parce que les problématiques, elles vont au-delà du simple fait de retrouver un travail. Arrivé un moment, on déborde ce cadre-là. Donc on peut se retrouver avec des comportements un petit peu caractériels, par exemple, pour quelqu'un qui serait resté... Un RSA, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas travaillé 5 ans dans les 10 dernières années. Qu'est-ce que vous répondez à la vieille, pas si vieille que ça, mais la vieille accusation d'assistanat? Qu'est-ce que... Vous voyez ce que ça veut dire? Les gens sont passifs, vous les saisissez, vous les tirez dans tous les sens avec les meilleures intentions du monde, mais on vous dit « Ah, c'est de l'assistanat. Vous faites une société, vous fabriquez ou vous participez à la société d'assistés. » Qu'est-ce que vous dites à cette violente accusation? L'insertion y répond. Non, je pense que c'est un terme générique qui n'explique rien du tout. Tout le monde est assisté, heureusement. Moi, je suis pas né avec ma propre langue, que je sache. Donc il y a des choses collectives. Alors, on est plus ou moins bien assisté. Je pense que ceux qui sont bien intégrés ont été bien assistés pendant suffisamment longtemps, et d'autres le sont moins, pour des raisons familiales, pour des... Assister et demi. Oui, d'accord. Voilà. Donc, alors après, effectivement, c'est des termes génériques, mais le problème, c'est que ça fixe les gens et ça les enferme. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, justement, ce qu'on constate souvent, c'est que suite à un accident de la vie, leur histoire s'arrête, donc les gens, effectivement, s'isolent. Il y a une fille que notre boulot à travers l'activité, c'est aussi de retisser des liens qui ont été perdus ou rompus. Pourquoi, je ne sais pas, de manière à redonner du sens à tout ça. Pour la personne, c'est la personne qui fait le sens. Nous, on essaye de voir où sont les éléments manquants pour que justement la personne puisse tout simplement parler, déjà, d'une façon sensée. Et une fois qu'il a récupéré sa propre histoire, on peut redevenir actif, parce qu'au fond, et puis digne, moi j'entends la dignité et j'y tiens beaucoup, au fond c'est simplement d'avoir un peu de prise sur sa propre vie, de temps en temps. Voilà. Si je peux me permettre, excusez-moi, mais la réponse à l'assistanat, c'est justement l'insertion. Parce que typiquement, on n'est pas dans l'assistanat, dans l'insertion. C'est tout à fait le processus. C'est le processus inverse. C'est que là, les personnes, elles touchent un salaire parce qu'elles travaillent. Voilà. Et elles se remobilisent sur un projet. Donc, on est typiquement dans la réponse
absolue à l'assistanat. La mutualité, la réciprocité plutôt que l'assistance unilatérale. Et on pourrait utiliser une image d'un sas. Voilà. Je suis dans une position d'assisté. Je reste chez moi, je ne fais plus rien, j'ai pas de travail, je ne crois plus en moi, je suis la plus moche, la plus nulle, etc. Personne ne veut m'embaucher. Et je rentre dans l'insertion et là je reprends confiance en moi. On reconnaît mes valeurs, on m'encadre, on m'aide à progresser sur le plan professionnel, à me requalifier éventuellement dans certains cas. Voilà. Je ne sais pas si... Non, mais c'est très clair. Merci beaucoup. Ça va? On va passer à quelque chose d'un tout petit peu plus léger qui s'appelle Grain d'automne. La régie va nous passer un petit reportage, si elle veut bien, bien entendu. Effectivement, il s'agit de fédérer plusieurs associations sur un projet au commun. C'est le sens même de cette démarche qui a été engagée par le Conseil général. D'abord sur le territoire des Printemps des Bastides avec le Festival des Bastides. Et ensuite, à ma demande, effectivement, sur l'Ouest bergeracois, à travers ce festival à thématique viticole, il s'agit d'associer la thématique de la viticulture, du vin, des savoir-faire liés à ces métiers, avec la culture sous toutes ses formes, j'allais le dire, sous toutes ses formes et les plus éclectiques possibles. Donc nous sommes ici pour la poursuite du festival Grain d'automne, qui a commencé début septembre à Tirgan avec l'association de jazz pourpre et qui se poursuit avec l'association Passerelle, dont je suis le président, ce soir à l'espace socioculturel de la Force. Oui, en fait, c'est surtout quand j'ai commencé à faire du jazz à l'adolescence. Moi, j'ai commencé le piano par le conservatoire classique. Et à un moment, j'ai eu envie d'autre chose, de jouer sans partition, de faire d'autres choses. Donc, j'ai commencé le jazz et assez rapidement, j'ai été très très intriguée par le free jazz, par Ornette Coleman, Art Ensemble of Chicago et plein d'autres. Au piano et Joachim Kuhn que j'adore. Voilà. Et donc, assez naturellement, j'avais envie qu'on retrouve, même si la musique, mes chansons n'ont vraiment rien à voir avec la musique d'Ornette Coleman, ni le free jazz, j'avais envie qu'il y ait un fil, parce que c'est vraiment là-dedans que je me suis construit. Et pour parler d'Ornette Coleman, je trouve que son principe d'harmolodie, qui est un principe de construction mélodique, mélangeant mélodie et harmonie, est quelque chose qui est applicable absolument partout. Je pense que c'était plutôt inverse, c'était plutôt l'avantage de ce morceau. Parce que vous savez que je l'ai fait avec cette charmante chanteuse qu'on appelle Camille. C'est que derrière votre travail, vous êtes en collaboration avec quelqu'un qui est batteur. Oui, c'est vrai. Il se trouve que c'est le compagnon de Camille, voilà, avec qui j'ai réalisé une partie de l'album, et les arrangements, les cordes, et effectivement c'est lui qui jouait la batterie aussi sur le disque. Alors il est batteur, mais il n'est pas que batteur, il est polymusicien. Tout à fait, il a d'abord une formation de percussionniste, de chanteur aussi, il était maîtrisien. Et c'est pour ça que c'était intéressant de travailler avec lui, parce que les horizons étaient larges. Ah, ça y est. Bon, merci, c'est un peu bricolé tout ça. Alors, donc, Grain d'automne, il n'y a pas que le social dans la vie, il y a aussi le culturel. Et Grain d'automne, donc, c'est, pour ceux qui l'ignoreraient, donc, la deuxième phase d'un diptyque, le Printemps des Bastides et Grain d'automne, qui est, en gros, on va présenter les choses comme ça, l'effort culturel du Conseil général pour s'occuper de culture dans ce territoire assez vaste qu'est notre département et qui comprend, comme chacun sait, beaucoup de territoires ruraux qui n'ont pas toujours l'occasion de se trouver, je ne sais pas où, au centre culturel de Bergerac, de Périgueux ou de Bordeaux même, et qui donc, le Conseil général, en votre
dans votre personne, là, s'occupe fort bien de ça. Hein. Je dis fort bien, non pas pour vous flatter, mais parce que je fais aussi partie d'une autre association qui utilise les services, enfin qui bénéficie des services du Conseil général au Printemps des Bastides, et j'ai pu toucher du doigt que cette action était remarquable. Enfin, on est allé à une réunion il n'y a pas très longtemps avec le Conseil général, et je me suis aperçu que dans les moindres bleds, dans ces endroits reculés du monde, et ben, ma foi, il y avait une espèce de vie culturelle très intéressante où les gens sont requis avec 3 francs 6 sous. Hein. Vous n'êtes pas de grands donateurs, c'est pas des centaines de milliers d'euros, mais avec un argent bien distribué, on s'aperçoit que les gens font des choses comme ce qu'on vient de voir là, où des artistes de grande qualité viennent proposer leur création à vous et moi dans notre petite Dordogne. Voilà, c'est gentil de ma part quand même, hein, après vous avoir traité de notable cumulard, voilà que je vous traite de bienfaiteur culturel. Hein. Vous êtes d'accord? Ça dépend sur quoi. Bienfaiteur culturel, oui. Notable cumulard, cumulard pour une autre fois, si vous voulez en reparler. Mais j'allais simplement dire que c'est vrai que mon statut de cumulard, vous l'avez cité, bon, je suis maire d'une petite commune de 300 habitants, je suis conseiller général du canton, c'est mon 2e mandat, je suis vice-président du conseil général chargé de l'économie et de l'emploi, et je suis président du pays du Grand Bergeracois, qui est en train d'engager d'ailleurs une grande mutation. Bon, voilà, et je crois que le fait d'avoir ces trois niveaux et ces 3 vues différentes au niveau d'un territoire qui est relativement réduit, et la commune, le pays et le département, ça permet de bien assimiler un petit peu les carences qu'il peut y avoir sur notre territoire. Et en ce qui concerne donc on va revenir à la culture et notamment à Grain d'automne, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. D'abord, je voudrais dire que pour mettre les choses à leur place, le vice-président de la chargée de la culture au Conseil général, c'est Serge Aymar, le conseiller général de Terrasson, qui assume parfaitement bien la mission qui lui a été confiée, et la véritable volonté politique de rendre accessible la culture à tous sur le territoire du département, et notamment à un coût qui soit abordable par les familles. Tout à l'heure on parlait de familles en difficulté sociale, et l'idée c'est de toucher ces publics-là, et ce que vous disiez en fait, avec un petit droit d'entrée, on a accès à des offres culturelles de qualité. Mais je dirais même plus, vous suscitez aussi l'activisme culturel. Je veux dire, c'est pas simplement la culture accessible au sens où on va porter la culture là, mais c'est aussi que vous permettez aux gens de porter eux-mêmes la culture, d'y accéder, mais au bon sens du terme, pas comme les petits face aux grands, mais en disant, nous aussi on est des grands parce qu'on peut faire des trucs, quoi. Exactement. Mais alors là, c'était un petit peu la fin de mon intervention, si vous voulez. La volonté de Bernard Cazeau, le président du Conseil général, en fait, c'était ça. On est parti du constat que sur notre territoire, on avait beaucoup d'acteurs qui travaillaient dans l'action culturelle et dans l'action socio-culturelle, ça a été évoqué tout à l'heure et c'est très intéressant. Et ces acteurs, souvent, sont des bénévoles, avec des moyens qui sont faibles, voire quelquefois même très compliqués à obtenir et à capter, et ils se trouvaient un petit peu en même temps isolés sur le territoire, et donc avaient du mal à exister en fait. Et du coup on était plus souvent sur un aspect de fête de village ou de petites manifestations, tout simplement par manque de moyens, et le Conseil général a souhaité justement pouvoir accompagner ces
associations-là, alors sous deux formes. Et c'est le principe même du Festival du Printemps des Bastides et du Festival de Grains d'automne, c'est d'abord de fédérer plusieurs associations de l'action culturelle sur un projet commun qui intéresse l'ensemble du territoire. C'est ça, géographiquement distribué. Alors c'est intéressant sur le plan géographique, c'est également intéressant sur le plan humain, parce que souvent ces personnes-là ne se connaissaient pas, elles ont la même vision de ce qu'est la culture sur leur territoire, mais elles ne se connaissaient pas, et en même temps ça a donc créé des échanges et qui sont tout à fait intéressants. C'est un contacteur social en fait, c'est ça. C'est bien ça. Un contacteur social, exactement. Oui, c'est ça. Truc. Très bien. Grains d'automne, je crois, existe depuis 12 ans, c'est ça? Non. Parce que le Printemps des Bastides, c'est 12 ans. Le Printemps des Bastides, c'est 12 ans. Grains d'automne, c'est plus récent. C'est depuis 2007. Ah d'accord. Vous avez commencé après. C'est la 7e édition. Ah voilà. d'accord. D'abord Printemps des Bastides et ensuite vous avez ajouté les Grains d'automne. Moi, je ne suis pas à l'initiative du Printemps des Bastides. Je suis à l'initiative simplement du Festival Grains d'automne. Ah oui. Bon, même si j'en suis à l'initiative, j'en suis pas la principale cheville ouvrière, puisque les artisans sont quand même les acteurs. Bien sûr, mais le Printemps des Bastides, c'est ça qui vous a donné l'idée de faire un truc en automne. Exactement. Un pendant saisonnier. Ce qui est intéressant, en plus, le Printemps des Bastides, il travaille autour de l'interculturalité. Et en fait, c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Alors, après, en discutant, on a essayé de trouver une thématique qui corresponde plus à l'Ouest bergeracois. Et la thématique des métiers du vin, de la vigne, du vin, de tout ce qui touche à cette culture. D'où grains d'automne. D'accord. Donc vous êtes content là de ce qui s'est passé, c'est fini maintenant, Grains d'automne, je crois. Non, ça continue encore? Non, en plein milieu. En plein milieu de la programmation. Ah, on est en plein milieu, excusez-moi. Bon, et ça va, ça se passe bien? Oui, tout se déroule bien. Enfin, le plus gros du travail qui se fait en amont, c'est bien déroulé. D'accord. Alors après, donc la programmation maintenant est là, alors avec des jauges plus ou moins importantes, mais en fait, c'est pas... On recherche pas, on recherche pas le chiffre là. On recherche la qualité et l'animation du territoire. Voilà, donc hier soir nous étions un cabaret-concert à Saint-Michel-de-Montaigne. Vous arrivez à suivre toutes les manifestations? Non, mais le plus possible. Et demain, il y a un concert organisé par l'association Sarabande, que vous devez connaître, à l'église de Saint-Méard de Gurson, à 17h. Voilà. Puis le reste du programme, je ne l'ai pas complètement en tête. Mais d'accord. Bon, très bien. Terminera à la fin du mois. Voilà, alors moi j'ai une petite science récente qui m'a un peu étonné. Je viens de lire dans un article là d'un type qui doit être à peu près fiable que en 2006 une enquête générale avait été faite sur la dépense publique pour la culture en France, et j'ai appris qu'en gros sur 10 milliards d'euros de cette dépense publique pour la culture, donc eh bien plus de la moitié, pratiquement 7 milliards d'euros, ça sort des territoires, quoi. C'est pas l'État, c'est l'État en un sens, mais ce sont les territoires, les communes, les communautés de communes, les régions, l'intercommunalité, voilà. Et moi ça m'a étonné ce chiffre. Est-ce que c'est un effet de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la décentralisation aussi, un peu comme le passage du social de l'État au territoire? Là il y a un passage du culturel aussi de l'État au territoire, c'est ça? Moi, je crois qu'on est exactement dans la même logique. Est-ce que vous pensez que si l'État avait l'entière compétence dans le domaine culturel, Grains d'automne existerait sur le Bergeracois? Je n'en suis pas du tout convaincu, j'en suis pas persuadé. Donc je pense que dans la logique de la décentralisation, de toute façon moi je suis un décentralisateur. Moi, je suis pour faire travailler. Voilà, je suis pour animer les territoires, y compris les territoires ruraux. Donc cela ne me choque pas. Je crois qu'on ne peut pas, de toute façon, on ne peut pas développer des actions et une véritable perspective culturelle si il n'y a pas une volonté politique locale d'accompagner les acteurs dans ce domaine. C'est du gaspillage de l'argent public.
Mais qu'est-ce que vous répondez à cette mainmise du politique sur le culturel? Enfin, je ne sais pas, comment dire, vous tenez les cordons de la bourse quand même. Enfin, bon, donc il n'y a pas de problème de, je sais pas comment dire, moi, de choix culturel, vous privilégiez certaines créations plutôt que d'autres. Je ne vais pas prononcer le gros mot de censure, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a une surveillance là On revient sur Grain d'Automne. Oui, à propos de Grain d'Automne. Voilà, alors, l'intérêt justement de cette démarche, c'est d'accompagner les acteurs et les associations. Donc, en fait, Grain d'Automne, la programmation est très éclectique. On retrouve toutes les formes d'expression culturelle dans Grain d'Automne, des expositions, des concerts, du théâtre, des contes. Enfin, on retrouve du cinéma. Et chaque association est libre de porter. C'est la diversité qui vous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la diversité. Et s'il y a quand même un point important sur lequel nous sommes vigilants, c'est qu'on privilégie quand même le travail des acteurs, enfin des gens qui travaillent dans la culture au niveau du département. On travaille beaucoup avec l'agence culturelle, on a la chance d'avoir une agence culturelle qui est très très organisée, très structurée et très efficace. Et donc on essaye de travailler avec le plus possible avec eux. Bon, maintenant, au bout de 7 ans, forcément, il faut renouveler. On va chercher des groupes à l'extérieur. La question de la qualité, vous travaillez, là encore c'est un gros mot, qualité, mais bon, c'est quoi un spectacle de qualité? Enfin, parce qu'on disait tout à l'heure en micro, enfin moi ce qui me frappe, c'est que c'est pas du patronage, quoi, hein, bien que le patronage ait sa noblesse aussi, mais enfin, je crois pas qu'on puisse illustrer ce que vous faites au Conseil Général comme du patronage, quoi, ça me paraît très pas bien. Mais en même temps, donc la question de la qualité, c'est un gros problème. Qu'est-ce qui vaut la peine? Qu'est-ce qui ne vaut pas la peine? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est... Vous savez, dans le domaine de la culture, tous les goûts la qualité, c'est un terme relativement abstrait quand même, oui, dans ce domaine-là. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, ce sont en fait des gens qui vivent de leur art déjà, parce qu'il y a quand même des personnes qui vivent, des artistes qui doivent pouvoir vivre de leur art. Donc ça, c'est la politique qui est mise en œuvre. Et donc c'est celle qu'on essaye de promouvoir. Et ensuite sur la qualité, je veux dire, il faut qu'on sorte de la logique de la fête foraine, quoi. Voilà, c'est ça. Ni fête foraine, ni patronage, voilà. Oui, c'est ça. Et donc vous définiriez ça comment? C'est difficile à définir. C'est ni la fête foraine, ni le patronage. Mais alors c'est quoi? C'est Grain d'Automne. Bon. Non, mais c'est simplement la reconnaissance de troupes ou d'acteurs qui se présentent sur le territoire, qui ont acquis une certaine renommée, d'autres qui sont en train d'acquérir une certaine renommée. Donc ça, je dis même si c'est abstrait, c'est quelque chose qui existe. De la réception des spectacles depuis 7 ans, donc là vous commencez à voir à peu près si ça correspond, si ça va. Oui, mais en 7 ans, au niveau de la programmation, on sait qu'on est... On vous a jamais dit tu fais chier, ça c'est nul, qu'est-ce que tu nous donnes là? Non, ça jamais ça s'est produit, parce qu'on est très vigilant en amont, justement, à faire en sorte que les choses soient adaptées à la demande locale, tout en suscitant quand même un certain intérêt et en suscitant la curiosité du public qui va venir. Enfin, la plupart des personnes qui se déplacent viennent également pour découvrir souvent une forme de culture auquel ils n'ont pas eu accès auparavant. On pourrait penser aussi à une autre objection, c'est vous feriez mieux de nous aider sur le terrain plutôt que de nous balancer des spectacles. Ça sûrement, puisque vous savez, en qualité d'élu, j'entends ça tous les jours. Ah, c'est tous les jours. Oui. Donc, on vous dit tu ferais mieux de mettre le fric là plutôt que là. Voilà. Après, il y a des orientations politiques. Enfin, je veux dire, le Conseil Général a
sa propre politique. Nous, on la décline simplement sur notre territoire. Et à partir de ça, on n'a pas tellement de remarques. Puisqu'en fait, le fait de fédérer l'ensemble du secteur associatif, ou une grande partie du secteur associatif, en fait, on travaille en partenariat, ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, au niveau, sur Grain d'Automne, les gens concernés sont aussi ceux qui font le truc, quoi. Donc, nous sommes des animateurs. Voilà. C'est pas nous qui programmons, nous ne mettons pas de contraintes, sauf de contraintes. Vous savez, animateur, bon, ça donne de l'âme, alors... Non, mais je crois que c'est important de pouvoir mettre les gens autour d'une table, et puis les faire se rencontrer, et puis les accompagner pour monter un projet. Alors on les accompagne déjà donc sur cette partie d'animation, et ensuite on les accompagne financièrement. Grain d'Automne, le budget du Conseil général annuel, enfin pour celle de l'année 2012, c'est 19 000 €. Et on les accompagne également sur la communication, puisque la communication en matière de diffusion culturelle, c'est quand même d'associations en gros avec ces 20 000 € là, vous touchez. Là cette année, nous sommes, c'est 8 associations. D'accord. Voilà. 8 associations. C'est pas mal. C'est bien. Les premières années, nous avions une programmation un petit peu plus importante. Le principe était un petit peu différent. Et on a préféré réduire parce qu'on tombe à une époque où nous avons les journées sur l'environnement, nous avons Occitania mon amour, bon, on veut éviter de rentrer en concurrence, donc on a préféré réduire le programme de Grain d'Automne pour éviter les concurrents. On n'est pas là pour être en concurrence, on est là pour être justement obtenir une offre. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Il y a un monsieur qui assiste à notre entretien dans l'ombre là, qui m'a dit, mais au fait, pourquoi ça s'appelle pourpre, pourquoi ça s'appelle blanc, pourquoi ça s'appelle vert, pourquoi ça s'appelle noir, le Périgord? Alors je lui dis, ça doit être un code consensuel, opinion commune, ou je sais pas quoi. Vous avez une autre réponse, ou c'est quelqu'un a décidé ça, pareil, mais je crois que j'étais pas né encore. Oui, c'est ça, moi non plus. C'est un vieux truc, ça. Voilà. Mais je crois, oui, en fait, le Périgord a été partagé en 4 couleurs qui sont censées représenter les paysages, en gros. Oui, les paysages qui correspondent plus ou moins à des circonscriptions. Oui. Hein, voilà, c'est ça, à des habitudes de vie. C'est un mélange entre le climat et le découpage électoral. Exactement. Oui. Bon, alors je ne sais pas si vous voulez des précisions sur les couleurs, sur la signification des couleurs. Non, on est à peu près au courant. Mais pourpre le vin, blanc sol calcaire, vert la forêt. Les prairies, voilà, et noir la truffe. Voilà, ça c'est la truffe. La truffe. Ah, peut-être aussi la truffe. Ah oui, c'est la truffe. Je n'avais pas pensé à la truffe. Bon, merci beaucoup à tous. Ça va? Vous voulez ajouter quelque chose, donc les uns ou les autres? Si. Oui, allez-y. Forcément. Allez-y, je vous en prie. Il faut aider l'insertion. Donnez-nous des marchés. Il y a les clauses 14 et 30 du Code des marchés publics. Nous, on part avec vous sans problème. Répondez si vous voulez. De toute façon, on vous reverra parce qu'on va reparler de la réforme territoriale probablement à Canal. Dans mon esprit cumulard, je suis également président d'un syndicat de développement qui inclut systématiquement dans ses consultations de marché public la clause d'insertion. Si bien que nous travaillerons avec beaucoup d'associations qui travaillent dans l'insertion, notamment sur la réhabilitation de nos chemins, de l'ouverture de nos chemins de randonnée, sur la microsignalétique, sur la pose de notre microsignalétique touristique et de services. Systématiquement, vous réservez dans mon syndicat ou dans notre syndicat, c'est systématique. Voilà. Et quand j'étais président de la communauté de communes également, nous avions inscrit cette clause systématiquement. Alors là, maintenant... alors puisque vous attaquez sur le plan, enfin sur ce genre de quota réservé à l'insertion, il y a un truc qui m'a frappé dans vos papiers, c'est le peu de nombre de femmes qui sont les minorités. En gros, vous faites bénéficier de vos activités
80% de mecs et 20% de nanas. En gros, ouais, je simplifie, mais ça. Comment vous expliquez ça? C'est l'activité qui est faite. Quand on fait une activité garage, on trouve plus facilement des hommes pour faire un travail mécanique. Dans les espaces verts, souvent vous avez rien n'interdit à une femme d'être mécanicienne, mais enfin bon. Tout à fait, il y a des femmes dans les espaces verts, il y a eu des femmes au garage, mais en règle générale, ce sont plutôt les hommes qui ont cette proportion ne change pas. Pendant les 10 ans de l'ASPAT, ça ne... Par contre, tous les travaux administratifs, si vous allez par là, il y a des personnes en insertion dans l'administratif, c'est à 100% des femmes. Oui, il y a un boulot à faire encore là, oui. Voilà. À propos de parité. Mais là, en ce moment, il y a 3 personnes, 4 femmes dans les espaces verts. Oui. Alors moi je voulais ajouter, je voudrais m'adresser aux chefs d'entreprise, je voudrais qu'ils ne se laissent pas trop abuser par les termes génériques dont on a parlé tout à l'heure. Et Hélène, je pense, est un exemple vivant qu'on trouve absolument tout, et qu'il y a des gens qui sont parfaitement insérables, qui sont très proches de l'emploi. Et nous aurions besoin, nous, y compris dans le conseil d'administration, d'un chef d'entreprise, je dois dire que ça nous ferait plaisir. C'est une autre culture, c'est une autre façon de voir les choses. Et le problème de nos associations, c'est qu'on n'a souvent pas beaucoup de temps pour nous adresser justement aux entreprises qui ont aussi des problèmes de recrutement, où là nous avons quelques compétences et on pourrait peut-être les amener à avoir 2 visus et qu'ils se fassent un avis par eux-mêmes du travail qu'on fait et de la population qu'on reçoit. Public-privé. Oui, je crois que cet aspect-là est essentiel, parce qu'en fait nous avons un public qui est plus facile à réinsérer, entre guillemets, donc, que d'autres. C'est celui qui est sur le marché de l'emploi dans un délai beaucoup plus court, et pour lequel on fait un effort de façon à pouvoir le réinsérer, et on ne pourra le réinsérer forcément que si en face on trouve un contrat. Et le contrat, il n'y a que l'entreprise qui peut le donner. C'est pour ça que ce lien entre l'entreprise et l'insertion et la notion de parcours qui a été évoquée tout à l'heure, c'est essentiel en fait. Parce qu'on est sur un cursus où pour réinsérer, on part d'une situation d'exclusion, on y met un accompagnement, une formation, mais à l'issue de tout ça, il faut qu'on trouve le job. Et si on n'a pas le poste, tout ce travail en amont a été fait pour rien. Et c'est un petit peu la politique de la région actuellement qui est en train de travailler justement là-dessus et de façon à avoir un cursus et un parcours avec l'ensemble des intervenants. Alors si je peux me permettre juste pour compléter ce qui a été dit, c'est que dans les parcours d'insertion sont prévus ce qu'on appelle les périodes d'immersion. Et en gros, sur une période de 6 mois de contrat, on a droit à 6 semaines de période d'immersion dans une entreprise. Donc pour l'entreprise, ça ne lui coûte absolument rien, et la personne a la possibilité donc de faire plusieurs stages en concurrence de 6 semaines pour un contrat de 6 mois, et donc de découvrir l'entreprise, et à l'entreprise aussi de découvrir ces personnes qui sont devenues assez proches de l'emploi. Et voilà. Donc c'est un outil formidable. D'accord. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Canal Pourpre est bien content de vous avoir reçu. C'était vraiment intéressant tout ça. Et puis on espère que tout ira pour le mieux, dans le meilleur des mondes possible pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci.